Bonjour à tous, en ligne et sur place. Vous êtes donc dans la session « Les politiques publiques en faveur de la biodiversité, opportunités et limites ». Donc ici, on va s'intéresser essentiellement au lien entre la nature et l'économie. On connaît assez bien aujourd'hui les enjeux liés au changement climatique, mais une question qui est beaucoup plus vaste, qui est celle de la nature, du franchissement éventuel et irréversible des limites planétaires. Et au sein de ces limites planétaires, la perte de biodiversité joue un rôle important. Et c'est ce que nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Et quelles sont les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre? Quelle peut être l'action des pouvoirs publics pour essayer de porter remède à cette situation de perte de biodiversité et comment on peut inciter les entreprises et les ménages à faire évoluer leurs pratiques? On voit que ce n'est pas facile et les discussions actuelles sur les politiques de zéro artificialisation nette montrent qu'il y a des difficultés et que ce n'est pas toujours facile de mettre en application les décisions les mesures qui ont été prises. Donc pour aborder ces questions, nous avons ici un panel qui comprend parmi les meilleurs experts du sujet. Donc ici, j'ai directement à ma droite, donc à gauche pour vous, vous avez Oriane Wegner, qui est économiste à la Banque de France, dans l'unité économie du climat. À côté, Olivier Simon du CGDD, donc du Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Ensuite, Maud Abdelli du WWF. Donc Maud est plus spécialement responsable des questions de verdissement du système financier. Et enfin, tout au bout, Yann Marin, qui est lui secrétaire général du NGFS, qui est donc le réseau pour le verdissement du système financier. Yann expliquera un peu plus en détail le rôle du NGFS. Donc l'action publique est le sujet principal de notre discussion aujourd'hui. Mais avant ça, on va essayer de voir un petit peu dans quel cadre intervient cette action publique. Et pour ça, notre discussion va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, on va parler plus généralement de l'évolution de la biodiversité. Ensuite, les canaux de transmission des liens entre économie et nature, entre biodiversité et nature. Et pour aborder, dans un 3e point, les politiques qui sont mises en œuvre. Et dans une dernière phase, on va voir comment éventuellement surmonter les obstacles qui peuvent exister pour la mise en œuvre de cette politique. Donc voilà un petit peu le programme de notre discussion. Alors je voudrais faire un petit coucou à ceux qui nous écoutent en ligne, notamment le lycée Marianne de Créteil, le lycée international Jules Guesde à Montpellier, le lycée Passy-Saint-Honoré à Paris, le lycée Paul Verlaine à Reims et le CFA de Nantes. Donc bienvenue à tous et bonjour. Et donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous utilisez le hashtag Printemps de l'économie et les questions nous arriveront par la magie de la digitalisation. Et donc nous essayons de répondre dans la mesure du possible maintenant ou plus tard, mais n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Donc on va commencer directement par le premier sujet sur la biodiversité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc Maud Abdelli, le WWF a publié en 2024 son rapport Planète vivante. Et ce rapport a un titre qui est tout à fait éloquent et tout à fait utile pour notre session d'aujourd'hui, puisqu'il indique 5 ans pour agir, beau programme. Donc Maud, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est l'état actuel de la biodiversité ? Oui, bien sûr. Merci Olivier. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui devant vous. Tous les 2 ans, le WWF publie le rapport Planète vivante. Avec ce rapport, il entend un petit peu mesurer l'état de santé de notre planète en mesurant les populations d'espèces sauvages parmi les animaux et les végétaux, puisque l'état de santé de la planète est lié à l'état de santé de divers écosystèmes.
Donc il le fait sur la base d'un indice qui s'appelle l'indice Planète Vivante, qui est fourni par la Société zoologique de Londres. Et avec cet indice, on va couvrir à peu près 35 000 populations sauvages et à peu près plus de 5 000 espèces d'animaux, de mammifères, d'amphibiens, d'oiseaux. Et alors, le rapport a été publié en décembre 2024. Il y a plusieurs versions de ce rapport qui existent, et notamment une pour les plus jeunes publics, donc je vous encourage vraiment à le lire. Et que nous dit ce rapport en fin d'année 2024 ? Il nous donne 3 messages clés. Donc le premier message clé, c'est qu'on perd notre nature à un rythme alarmant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en suivant la croissance ou la décroissance de certaines populations et d'espèces sauvages, on a noté qu'on a perdu en moyenne, sur toutes ces populations, 73% de notre biodiversité depuis les années 1950, ce qui est colossal et très alarmant, donc c'est clairement un signal d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme détail ? C'est que celles qui souffrent le plus comme espèces, ce sont les espèces d'eau douce, avec une chute de 85% des espèces d'eau douce liées à l'eau douce sur la planète. Ensuite viennent les populations terrestres, avec une chute de 69% des espèces, et enfin les populations marines avec moins de 56% des espèces. Donc on constate vraiment une disparition très alarmante de la biodiversité dans tous ces écosystèmes très différents, qui est liée de toute façon à la façon dont on vit. Ça se constate sur toutes les régions du globe, parce que par exemple en Amérique latine et dans les Caraïbes, on va avoir une très très forte baisse avec moins 95% de biodiversité depuis 1950. En ce qui concerne l'Afrique, c'est aussi très alarmant, c'est aux alentours de moins 80%. Et en Asie et dans les Caraïbes, ça va être moins 60%. L'Europe et l'Asie centrale ne sont pas en reste. On constate une baisse de moins 35% de la biodiversité. Mais en fait, il faut savoir que la biodiversité avait été déjà très atteinte bien avant les années 70 et donc bien avant la mise en œuvre de cette surveillance des espèces. Donc, premier message, on perd notre biodiversité à un rythme alarmant, moins 73% de population d'espèces sauvages depuis 1950. Deuxième message, qui est tout aussi alarmant, c'est qu'on approche dangereusement de points de bascule. Alors, qu'est-ce que c'est un point de bascule pour un écosystème ? C'est le fait qu'un écosystème, sous diverses pressions qui s'exercent sur lui, va à un moment donné atteindre un seuil critique au-delà duquel il n'est plus capable de se régénérer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup, on va souffrir de conséquences qui sont potentiellement très graves et aussi irréversibles. Alors par exemple, le point de bascule qu'on va citer le plus souvent et qui est très préoccupant, c'est l'Amazonie. On sait que la forêt amazonienne a atteint un taux de déforestation de 17% et que si on atteignait dans les 10 prochaines années, ce qui pourrait être le cas, un taux de 20% de disparition de la forêt amazonienne n'aurait plus les conditions environnementales qui lui permettraient de perdurer. C'est-à-dire qu'à force de déforester, en fait, on atteint un petit peu les précipitations locales qui ne permettent donc plus, en diminuant à la forêt de se régénérer, et la forêt amazonienne pourrait donc disparaître. Si la forêt amazonienne disparaissait telle qu'elle est, ça aurait des conséquences très graves pour les populations locales, ça aurait aussi des conséquences très graves pour l'économie de la région, mais aussi au niveau mondial, puisque la forêt ne pourrait plus jouer son rôle de puits de carbone, puisque c'est ce qu'elle fait, et deviendrait potentiellement une source d'émissions de CO2. Elle aggraverait donc cette disparition, le changement climatique. Donc c'est un autre constat alarmant. Et le troisième message clé de ce rapport, c'est qu'en fait, on a quand même la capacité d'agir dans les 5 prochaines années avant d'atteindre ces points de bascule, avant 2030. On sait ce qu'il faut faire et on sait aussi que la nature, elle a une capacité à se régénérer. Et c'est ce que montre l'indice Planète Vivante, puisqu'il montre que, par exemple, certaines espèces ont recommencé à croître. C'est le cas des gorilles dans le parc national du Virunga au Congo, mais c'est aussi le cas de la population des bisons d'Europe. Et on a aussi pu mesurer le fait que dans les espèces, dans les aires nationales protégées, et quand on a une conservation des espèces efficace, on arrive à réduire l'extinction des espèces de 20 à 30%. Donc,
On sait que la nature peut se régénérer, on sait quels sont les systèmes sur lesquels on doit agir pour stopper la destruction de la nature et renverser la tendance. Ce sont les systèmes alimentaires, nos systèmes de production d'énergie, mais aussi nos systèmes financiers. Et on sait le laps de temps qui nous reste pour agir. Merci Maud. Moi, je vais passer la parole à Oriane. Oriane Wegner, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que vous avez des compléments à ajouter ? Merci Olivier, bonjour à tous. Évidemment, tout à fait d'accord avec l'analyse de Maud. Peut-être, moi, les éléments que je peux y ajouter, c'est peut-être une question qui est pourquoi on s'intéresse à ça aujourd'hui au printemps de l'économie ? Pourquoi est-ce que nous, économistes, sur cette estrade, on est en train de parler de biodiversité ? Et je pense que c'est très important de comprendre les interactions qui existent entre la biodiversité, la nature plus largement, d'une part, et l'économie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que c'est une relation qui a double sens. C'est-à-dire que l'économie, l'activité économique dépend de la nature, et à l'inverse, l'activité économique peut avoir des conséquences négatives sur la nature. Donc nous, en tant qu'économistes, notre rôle, c'est d'essayer d'évaluer ces deux parties de l'interaction. Et donc, par exemple, il y a un rapport qui a été produit par le Forum économique mondial en 2020 et qui montre qu'à peu près la moitié du PIB mondial dépend du bon fonctionnement des écosystèmes. Donc si je donne des exemples concrets, ça peut être par exemple le secteur agricole qui a besoin du bon fonctionnement des cultures, des écosystèmes évidemment, mais ça peut être des choses auxquelles on pense moins spécifiquement ou moins spontanément, qui serait par exemple le secteur de la construction. On a besoin de beaucoup de bois. Le bois, c'est la pousse des forêts. On peut réfléchir aussi au fait que, par exemple, le secteur automobile a besoin de caoutchouc. Donc tout ça, c'est ce premier angle, celui par lequel l'économie est très, très dépendante, très encastrée encore dans la nature. Et la deuxième partie de cette interaction, c'est le fait que l'activité économique peut produire des conséquences qui sont négatives pour la nature, pour les écosystèmes. On peut penser à la pollution de l'air, évidemment, à la pollution de l'eau, la pollution des sols, l'artificialisation qui peut provoquer des chutes de la biodiversité. Et donc nous, notre rôle en tant qu'économistes, c'est de chercher à évaluer ça le plus précisément possible. Et nous, spécifiquement, en tant que banquier central, c'est évidemment de regarder à quel point ça a des conséquences, par exemple, sur la stabilité des prix ou sur la stabilité financière, dont je pense que Yann va parler ensuite. Merci Oriane. Donc effectivement, Yann Marin, maintenant on va peut-être essayer de développer un petit peu le point abordé par Oriane, qui est celui des interactions qui peuvent exister entre l'économie et la nature. Quels sont les mécanismes de transmission de l'économie à la nature, et dans les deux sens. Comment est-ce qu'on produit, la nature produit des services écosystémiques qui sont utiles à l'économie, et comment l'économie peut éventuellement les dégrader. Donc Yann Marin, le NGFS, en tant que secrétaire général du NGFS, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'abord, ce qu'est le NGFS, et quel est le cadre conceptuel que vous avez élaboré pour comprendre ces interactions? Merci beaucoup Olivier, bonjour à tous. Alors très rapidement, le NGFS, c'est un groupement de banques centrales et de superviseurs qui a été créé en 2017 à un moment charnière où il devenait difficile de travailler sur les sujets liés au climat au niveau international. On est aujourd'hui 160 institutions de par le monde sur les 5 continents à travailler ensemble, à avoir mis toutes ces ressources disponibles et ces connaissances disponibles en commun de façon à pouvoir définir les politiques et les outils nécessaires pour les banques centrales et les superviseurs afin de faire face au changement climatique d'un côté et désormais aussi à la nature. Tous nos travaux sont disponibles sur le site internet du NGFS, vous pouvez les consulter facilement et notamment donc le NGFS a commencé à travailler sur les sujets liés à la nature et à la biodiversité à partir de 2022 en réunissant un groupe de travail international et toutes les expertises que nous pouvions avoir au sein des banques centrales. Le cadre conceptuel du NGFS a été publié l'an dernier. Il définit un certain nombre d'étapes qui permettent d'analyser les risques pour la stabilité financière et pour l'économie liée à la surexploitation des services écosystémiques. Et cette méthodologie est désormais utilisée par un certain nombre d'acteurs au niveau international pour mieux comprendre comment ces interactions se font. Je précise que
On est encore au début de ce travail-là. On a commencé en 2022, on a pris beaucoup de retard par rapport au climat. Et quelque part, effectivement, le lien entre climat et nature est important. C'est un nexus où l'impact de la nature va venir faire dérailler les politiques pour le climat et vice-versa. Quand on mène des politiques efficaces en faveur du climat, on va avoir un effet positif sur la protection de la nature. Donc il faut bien tenir compte de ces choses-là. Pour ce qui concerne les banques centrales et les superviseurs, évidemment, on regarde essentiellement les aspects liés aux canaux de transmission, aux impacts qui vont passer par le secteur financier et par l'économie. Il y a dans la dégradation des écosystèmes des effets multiples. Il y en a directement au niveau de la nature, c'est-à-dire que les écosystèmes sont en interaction les uns avec les autres, et donc la destruction d'un écosystème va entraîner aussi le dysfonctionnement d'autres écosystèmes et donc se propager ainsi. Vous avez également le fait tout simplement que, comme l'a dit Oriane, l'économie dépend de certains services écosystémiques. De la nature nous produit des ressources utilisées par les entreprises pour pouvoir créer de l'activité. Donc la destruction de ces écosystèmes va avoir un effet de restructuration de l'économie le long de la chaîne de valeur, parce qu'à l'endroit précis où le système ne fonctionne plus, eh bien l'économie ne peut plus fonctionner. Et donc vous avez un effet qui se transmet à toutes les entreprises qui dépendaient de ce service-là. Et puis d'une façon beaucoup plus financière et plus traditionnelle pour les banquiers centraux, il y a des risques associés à ces pertes de valeur, à cette destruction de production, à cette réduction de la productivité, à cette surexploitation des ressources. Ça se traduit donc par des pertes de revenus et potentiellement par des faillites qui vont venir impacter le revenu des institutions financières et donc potentiellement avoir des effets de bord sur l'ensemble du système financier. Je signale particulièrement l'aspect assurance, parce qu'il est très important. Les compagnies d'assurance ont de moins en moins la capacité à donner de la protection aux acteurs à un endroit donné, que ce soit en raison du climat ou de la nature. Et donc l'ensemble de ces éléments joue et peut provoquer un certain nombre de crises qui donc devront mener à des interventions publiques pour les résoudre ou pour les empêcher. On a publié deux études de cas sur la base du cadre conceptuel que j'ai mentionné, une sur la rivière Colorado, qui a perdu en 20 ans l'équivalent de 30 ans de consommation d'eau aux États-Unis. Et on s'attend évidemment à ce que cette réduction aussi de la disponibilité de l'eau soit importante. Et puis sur la forêt amazonienne, Maud en a parlé, avec une analyse assez poussée des conséquences effectivement de la surexploitation de la forêt amazonienne, qui conduit notamment à la destruction, à une surexploitation minière et de la forêt. Il faut avoir aussi en tête que ça joue dans les deux sens, c'est que le secteur financier, par les crédit qu'il apporte à l'économie, peut aussi avoir un effet destructeur. Et dans le cas de la forêt amazonienne, et on le démontre dans ce papier, les financements qui sont accordés, notamment à la culture du soja et à l'élevage de bovins, eh bien, est extrêmement destructeur pour cet environnement-là, et donc conduit par l'octroi de crédit à la dégradation de ces écosystèmes. Donc c'est une question très complexe, qui met en jeu beaucoup de sujets locaux, mais il faut arriver à comprendre qu'effectivement la destruction programmée de l'ensemble de ces systèmes au niveau mondial va avoir des conséquences macroéconomiques majeures. Merci Yann. Maintenant, je vais peut-être donner la parole à Oriane Wegner sur un secteur plus particulier et plus proche de nous, qui est l'agriculture. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur l'agriculture, qui évidemment dépend de la biodiversité. Donc, quelles sont vos analyses ? Oui, Oriane. tout à fait. Alors effectivement, nous, à la Banque de France, là, ces derniers mois, on a cherché à mesurer à quel point ces risques liés à la nature, ou en tout cas les effets de l'effondrement de la biodiversité, de dégradation des écosystèmes naturels, pouvaient donc avoir des conséquences macroéconomiques. Donc c'est une question qui est extrêmement vaste, qu'on pourrait se poser sur tous les secteurs de l'activité économique. Nous, on en a choisi un, qui est celui de l'agriculture. Et donc, on a cherché tout d'abord à essayer de mesurer à quel point le secteur agricole mondial était en risque, était dépendant des écosystèmes naturels. Donc ça nous permet de faire un premier diagnostic, qui est le fait de constater qu'effectivement,
le secteur agricole de différents pays, en particulier de très gros pays producteurs agricoles dans le monde, a besoin de la pollinisation, a besoin d'un cycle de l'eau qui soit stable, a besoin de sols qui soient de suffisamment bonne qualité. Et si ces écosystèmes cessent de fonctionner ou commencent à se dégrader progressivement, ça peut avoir des conséquences très importantes sur la productivité agricole, par exemple, donc sur la production à la fin agricole. Et donc, dans une deuxième étape, une fois qu'on avait établi des chocs de productivité agricole, des chocs sur les rendements, on a cherché à modéliser la manière dont ça pouvait avoir des conséquences sur les prix dans le monde et plus spécifiquement en France. Donc pour ça, nous, on utilise nos outils traditionnels de banquiers centraux, donc des modèles de commerce, qui nous permettent d'analyser tout le long des flux de commerce à quel point les chocs de productivité agricole initiaux peuvent avoir des conséquences sur les prix. Donc si on prend un exemple et qu'on dit que dans le secteur de la culture du soja au Brésil, par exemple, on aurait un gros choc de productivité qui irait jusqu'à, mettons, 30 ou 50% de baisse de rendement sur la culture du soja, et que la France importe beaucoup de soja du Brésil pour sa propre consommation domestique, là, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de soja qui est produit au Brésil et donc qu'il est vendu beaucoup plus cher en France. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape qui nous intéresse, c'est si on a une hausse des prix du soja importé, du soja qu'on achète, ça va avoir des conséquences ensuite sur les prix à la consommation alimentaire et donc à la fin sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat. Et donc c'est là où nous, en tant que banquiers centraux, c'est très important de s'y intéresser parce que ça rentre très directement dans nos missions, qui est de préserver la stabilité des prix. Donc voilà, ça c'est, quand je prends l'exemple du soja au Brésil, il faut imaginer que ça c'est quelque chose qui se reproduit avec toutes les cultures, dans tous les pays du monde, avec plus ou moins d'intensité selon la vulnérabilité des différents pays, que ça se produit aussi sur le secteur de la pêche, évidemment. Et donc, à la fin, l'effondrement des écosystèmes peut provoquer des chocs qui pourraient être importants ou qui pourraient être persistants sur l'inflation dans les pays du Nord et en l'occurrence en France. Merci Oriane. Donc effectivement, la perte de biodiversité a des conséquences significatives et qui portent atteinte au bien-être des Français, de nous tous. Et donc il est important qu'on y porte attention. Ce n'est pas seulement à long terme parce que ça va dégrader l'environnement, mais aussi parce que c'est des conséquences très, très concrètes pour nous. Et donc pour ça, il faut que l'État ou on définisse des politiques publiques qui permettent de résorber cette situation ou de restaurer la nature. Et donc je vais donner la parole maintenant à Olivier Simon pour nous expliquer un peu quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre au niveau international pour restaurer ces services écosystémiques qui ont disparu et comment est-ce qu'on peut les financer. Oui, merci Olivier et bonjour à tous. En fait, on distingue en général un peu deux types de politiques en faveur de la biodiversité. Le premier type, c'est la réduction des dépenses publiques dommageables à la biodiversité. Et le deuxième type, c'est la mobilisation des financements privés, c'est-à-dire comment inciter les acteurs privés à financer, à agir en faveur de la biodiversité. Donc concernant la réduction des dépenses publiques néfastes à la biodiversité, la première question qui se pose, c'est quelles sont ces dépenses, et un outil privilégié pour cela, c'est ce qu'on appelle les budgets verts, c'est-à-dire de regarder dans les dépenses publiques quelles sont les dépenses vertes et quelles sont les dépenses brunes. Donc c'est un exercice de scanning qui est en train qui est réalisé au niveau de l'État depuis plusieurs années et qui est en cours dans le cadre des dépenses locales. Et quand on regarde plus précisément, on voit que ces dépenses publiques dommageables, ce sont surtout des dépenses qui contribuent à l'étalement urbain, à l'artificialisation des sols, infrastructures de transport par exemple, mais aussi ce qu'on appelle des dépenses fiscales. Alors c'est un terme un peu techno, mais en fait c'est des allègements fiscaux qui sont en fait assez peu compatibles avec la sobriété foncière. Donc un exemple, ce sont les allègements fiscaux relatifs à la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, vous le savez peut-être, c'est une taxe locale que vous payez sur toute surface construite et qui va financer en fait les équipements publics de votre commune, voiries, écoles, etc.
Et actuellement, il y a pas mal d'allègements qui sont relatifs à cette taxe. C'est que, par exemple, la taxe est réduite de moitié pour les 100 premiers mètres carrés de toute résidence principale, mais aussi si vous construisez des locaux à usage industriel, si vous construisez des hangars ou des entrepôts. Et donc, vous voyez que ces allègements ne vont pas vraiment dans le sens d'une plus grande sobriété foncière. Et donc, voilà, ce sont des exemples de subventions publiques qui sont dommageables à la biodiversité et qu'il s'agirait de réduire. Donc, concernant ensuite la mobilisation des financements privés, il y a un peu 3 axes de politique au niveau français. Le premier, c'est la compensation. C'est comment faire en sorte que les pertes de biodiversité par les acteurs soient compensées. Et pour ça, en fait, il y a une réglementation en France, c'est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Alors cette séquence, elle dit que si vous êtes industriel et que vous voulez installer une usine en France, eh ben vous devez d'abord éviter les pertes de biodiversité associées, réduire celles que vous n'avez pas pu éviter et au bout du bout, compenser les pertes que vous n'avez pu ni éviter ni réduire en renaturant à proximité de votre site. Donc pour faire ça, vous avez 2 façons possibles de faire. Soit vous financez votre propre projet de compensation à vous, ce qu'on appelle la compensation par la demande. C'est celle qui est la plus usitée aujourd'hui, mais avec l'inconvénient que ça crée une multitude en fait, de projets de compensation épars, autant en fait, qu'il y a de pertes de biodiversité à compenser. Et deuxième façon de faire, c'est que vous puisez dans un gisement à disposition de projets existants et mutualisés, ce qu'on appelle la compensation par l'offre. Et c'est pour cela qu'on a créé en 2016 les sites naturels de compensation, les SNC. Et en fait, c'est intéressant du point de vue écologique parce que tous ces projets mutualisés en fait, permettent d'accroître l'ambition écologique de ces projets. Alors, deuxième axe, c'est d'aller plus loin que la compensation, c'est faire en sorte que les acteurs financent des actions volontaires pour la biodiversité. Et c'est pour cela qu'en 2023, on a remplacé en fait, les SNC, les sites naturels de compensation dont je viens de parler, par des SNCRR, des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, qui en fait vont plus loin que les SNC et servent à la fois de support à la compensation et de support à des actions volontaires. Donc en pratique, en fait, ce sont des sites naturels sur lesquels il y a des actions de génie écologique qui sont mises en œuvre. Ces actions génèrent des unités qui ont un prix et qui, du coup, peuvent être achetées par des entreprises, soit qui les achètent pour compenser dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser, ou qui les achètent pour agir volontairement pour la biodiversité parce qu'elles sont dans une démarche RSE, parce que ça sécurise leur chaîne de valeur ou par philanthropie. Troisième axe de politique, c'est là de maintenir les bonnes pratiques. L'instrument usuel en la matière, ou cité classiquement, c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, les PSE. Donc un exemple parlant qu'on cite souvent, c'est celui de l'entreprise Vittel en France, qui rémunère les agriculteurs qui sont situés à la surface de ces eaux pour qu'ils continuent par leur pratique de respecter la biodiversité et garantir la qualité des eaux en profondeur. Donc là, vous voyez, c'est un contrat en fait qui est passé entre un fournisseur de services et un bénéficiaire. Et en fait, c'est intéressant parce que si ces pratiques n'existaient pas, en fait, ce serait beaucoup plus coûteux pour le bénéficiaire de restaurer lui-même la biodiversité en question. Et enfin, je vais terminer avec le sujet des crédits biodiversité qui ont eu une forte actualité internationale dernièrement. Donc il faut savoir que les crédits biodiversité, ils étaient cités explicitement lors de la COP 15 en 2022 parmi les instruments de financement possibles de la biodiversité. L'année dernière, il y a eu pas mal de discussions internationales sur le sujet qui ont culminé lors de la COP 16 à Cali en octobre dernier. Donc l'idée de ces crédits biodiversité, c'est un peu le pendant dans l'esprit des crédits carbone, c'est d'imaginer qu'on aurait dans le monde des sociétés de conservation qui
agissent, qui mènent des actions de restauration, de génie écologique. Ces actions sont converties en certificats, en attestations qui prouvent la qualité et l'impact positif de ces actions sur la biodiversité, et en fait, ensuite, elles sont vendues à des entreprises qui peuvent les acheter, soit pour faire de la compensation, soit pour agir volontairement. Alors ça pose pas mal de questions, comment assurer la bonne qualité de ces certificats, éviter le greenwashing. C'est notamment là-dessus qu'ont porté les discussions au niveau international l'année dernière. Mais néanmoins, vu sous cet angle, le dispositif des sites naturels de compensation, restauration et renaturation dont je vous ai parlé juste avant, peut être un peu vu comme une sorte de dispositif déjà de crédit biodiversité, puisque les unités générées, ce sont un peu des crédits qui sont offerts et qui sont achetables par les entreprises qui le souhaitent. Merci Olivier pour cette description précise de tous les instruments qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a comme une multitude d'instruments qui sont disponibles pour assurer cette restauration des services écosystémiques qui sont pour que la nature recontinue, et donc il faut inciter les agents économiques à faire cette action. Ce n'est pas forcément l'État directement, mais l'État qui va inciter les acteurs eux-mêmes, dans leur propre intérêt, à ce que la nature reprenne son rôle. Donc là, on va continuer un peu ce panorama en demandant à Yann Marin d'expliquer dans le domaine financier, et notamment au niveau européen, puisque c'est au niveau européen que ça se joue, quels sont les instruments qui sont utilisés pour inciter les acteurs, là aussi, à verdir leur portefeuille. D'abord, peut-être en tant qu'économiste, rappelons qu'il y a une pression de marché aussi qui s'exerce sur les acteurs. Il y a des investisseurs qui vont demander des comptes aux entreprises, qui exigent des actions qui sont menées, mais tout cela s'avère au final insuffisant. Et donc, de notre point de vue, il y a un besoin effectivement de réglementation et d'impulsion donnée par les forces publiques. Au niveau européen, il y a un enjeu majeur, évidemment, pour être en mesure d'apprécier les risques qui sont posés par la dégradation de la nature, c'est d'avoir des données. Et donc, les autorités européennes ont mis en place une réglementation qui s'appelle CSRD, donc qui est le reporting demandé aux entreprises sur les sujets d'environnement, sociaux et de gouvernance. Et donc toutes les entreprises vont être amenées à partir de cette année à produire des données sur la nature, sur la dégradation de la biodiversité, sur la pollution de l'eau, sur la pollution de l'air, sur la disponibilité des eaux propres, etc., etc. Donc ça, c'est un premier volet qui est extrêmement important. Ensuite, il y a au niveau européen aussi des réglementations qui ont été adoptées pour forcer les banques et les assurances à tenir compte de ces risques, à les intégrer pleinement dans leur gouvernance et donc à donner le pouvoir aux superviseurs de contrôler ce que les banques et les assurances font dans ce domaine-là. Mais il faut aller plus loin, et ça donne aussi, en écho à ce qui vient d'être dit, il y a des enjeux qui ne sont pas nécessairement nationaux, qui sont beaucoup plus larges, et qui vont nous impacter aussi indirectement par la dégradation de ce qui se passe à l'étranger. On a une question de facilitation des financements pour les pays émergents, et je veux signaler donc les projets qui sont menés au niveau européen en particulier, pour impulser via les financements publics le secteur privé à aller vers des financements de projets de cette nature-là au niveau international et dans les pays émergents qui en ont le plus besoin. Évidemment, il y a un effet rétroactif sur nous ensuite avec le bénéfice qu'on peut tirer de ne pas avoir ces systèmes dégradés à l'étranger. Voilà, ce sont les grandes lignes de ce. Mais tout ça était très insuffisant. Il faut avoir conscience qu'on est au début de cette marche. Il faut avoir une meilleure compréhension des risques. Il faut avoir une meilleure compréhension des impacts macroéconomiques. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et avec cette meilleure compréhension, nous pourrons créer des outils qui seront plus efficaces pour faire face à la situation. Merci Yann. Je note en particulier dans votre présentation la nécessaire symbiose entre le public et le privé, et donc le rôle de l'État qui va inciter, trouver des financements dans le secteur privé et qui lui-même a un intérêt bien compris à mettre en œuvre ce changement des pratiques. Donc évidemment, tout ça, on voit qu'il y a des obstacles à ces politiques. C'est difficile parce que ça demande de récolter des données supplémentaires. Les entreprises ne sont pas toujours très favorables à donner davantage, donc il y a pas mal de discussions
discussion sur ce sujet. Néanmoins, il y a peut-être des moyens pour essayer de contourner et pour faire en sorte que ces politiques soient plus efficaces. Donc, Maud Abdelli, quel est votre avis sur les moyens que l'on peut mettre pour développer pour que ces politiques soient plus efficaces et qu'on arrive finalement aux objectifs de restauration ? Oui, je pense que si on veut que ces politiques soient le plus efficaces possible, il faut qu'on comprenne les risques. Donc on a vraiment besoin d'indications claires, de plus de transparence, de comprendre ce qu'est vraiment une activité en lien avec la transition qu'on veut voir arriver, les activités qui sont totalement incompatibles avec cette transition aussi. Donc vraiment un peu plus de clarté. Je dirais que la deuxième chose qui est très importante, c'est d'arrêter de séparer le débat climat et biodiversité. Il faut vraiment maintenant avoir une vision holistique de ces deux phénomènes. Plus le changement climatique va augmenter, plus on perdra de biodiversité, et plus on perdra de biodiversité, moins on sera armé face au changement climatique. Et c'est un cercle vicieux qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est pour ça que dans toutes les politiques publiques, il faut essayer de lier les deux. On le voit dans certains pays, le Costa Rica par exemple, dans ses engagements climatiques, a lié un point spécifique pour stopper la déforestation, et c'est vraiment une manière d'avoir une action politique très cohérente qui lie les deux aspects, climat et biodiversité. Je dirais ensuite qu'en ce qui concerne la nature, évidemment, contrairement au climat, on va avoir des spécificités plus locales à prendre en compte, donc avoir vraiment les informations sur pourquoi à tel endroit la biodiversité disparaît, quelles sont les principales pressions qui font que cette biodiversité diminue et comment on peut agir dessus est très important, en incluant évidemment les acteurs locaux de la vie économique locale pour trouver des solutions ensemble. On pense aussi que malgré le fait que de plus en plus d'informations commencent à arriver, de plus en plus de données, il sera toujours très difficile d'évaluer très précisément les risques économiques et financiers liés à la perte de biodiversité. Donc une approche de précaution serait bienvenue si on ne veut pas atteindre ces points de bascule dont on parle avant 2030, en se disant que quand on manque de données, quand on manque d'informations pour évaluer l'impact d'une activité sur un écosystème et compressant évidemment qu'il pourrait être dommageable, prenons des mesures de précaution et essayons de moins financer ce type d'activité. Et enfin, je pense que les conférences comme celle-ci, où on va essayer de rapprocher un petit peu plus les points de vue scientifiques des points de vue économiques et financiers et partager le plus de connaissances possible, sont le moyen aussi de partager les connaissances. En partageant les connaissances, on peut agir beaucoup plus vite, évidemment. Donc l'éducation et le partage de connaissances seraient aussi pour moi un bon moyen. Merci Maud. Moi, je retiens de votre analyse, effectivement, c'est le caractère plus diffus de la nature, la biodiversité, et donc la multiplication des points d'action sur lesquels on peut agir. Et donc c'est tout à fait intéressant de voir, effectivement, il faut bien cibler vers quel point on doit se mettre l'accent, ceux qui sont les plus efficaces. Je vais demander la parole à Oriane Wegner. Est-ce que vous avez aussi de votre côté des suggestions pour que ces politiques soient plus efficaces et qu'on y arrive finalement à éviter ces obstacles que l'on rencontre, la résistance de la population ou... Quel est votre avis ? Je pense que pour compléter aussi ce que disait Maud, il y a un gros enjeu sur le fait de continuer à développer le cadre d'analyse économique, à améliorer notre compréhension technique des interactions entre la nature et l'économie. Et si je fais le parallèle avec le changement climatique, on en est sur la nature et la biodiversité à peu près au même stade que ce qu'on était il y a 10 ans sur le climat. Donc on est un peu sur le début de la prise de conscience du fait que c'est un enjeu extrêmement fort pour les économistes. Donc là, à ce stade, on n'a pas de scénario, on n'a pas de modèle. On vient tout juste de commencer à perfectionner ou de commencer à atteindre des outils qui soient des outils et des scénarios satisfaisants pour le climat. Et maintenant, on doit tout recommencer depuis le début en réalisant que la question était infiniment plus large que la simple question des gaz à effet de serre et du prix du carbone. Donc c'est une tâche qui est immense. C'est une tâche qui est difficile aussi parce que les enjeux liés à la nature, d'une certaine manière, sont beaucoup plus complexes que le climat, aussi parce que ils peuvent avoir des conséquences pour tous les secteurs de l'activité économique. Bon, ça c'est le cas du climat aussi, mais ils peuvent avoir les risques liés à la nature ont des conséquences à une échelle extrêmement locale. Un écosystème, parfois, ça se joue
un espace de quelques kilomètres carrés. Donc ça demande d'être capable d'être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précis, beaucoup plus spatialisé que ce qu'on fait pour le climat. Et donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. Et en même temps, ce défi pour les économistes, c'est un défi qui est nécessaire parce qu'on l'a vu dans les discussions précédentes, si on ne s'attaque pas dès maintenant à ça, si on n'est pas capable d'intégrer ces composantes nature dans nos modèles et dans nos scénarios, on risque d'en payer les conséquences parce que ça aura des effets très négatifs sur les variables macroéconomiques qui sont au cœur du bon fonctionnement de l'économie. Donc voilà, en quelques mots, pour moi, ce serait continuer à développer la connaissance économique, développer nos modèles, développer des scénarios et bien intégrer le fait que ça rentre dans le cœur de nos missions d'économistes, en l'occurrence dans mon cas de banque centrale, et que ce n'est pas simplement une question qui concerne les directions RSE des entreprises, par exemple. Merci Oriane. Donc tout ça est effectivement très cohérent. Donc il y a des risques, on essaie de les comprendre. Hein. C'est l'analyse conceptuelle qu'a fait le NGFS, et puis ensuite définir des scénarios qui permettent d'illustrer les possibles et effectivement ensuite mesurer quel va être l'impact et l'impact qui est significatif, comme vous l'avez dit Oriane. Maintenant je vais interroger Olivier Simon. Sur les politiques qui sont mises en œuvre, on voit, vous avez parlé de réduction des dépenses fiscales, vous parlez de cohérence de la dépense publique. Effectivement, on a vu qu'il y avait des dépenses fiscales qui parfois vont qui sont contraires à la biodiversité. Comment est-ce que finalement on met ça en œuvre et qu'on y arrive? Oui, effectivement. Je ne sais pas si mon micro marche toujours. Oui, concernant les dépenses, la réduction des dépenses publiques dommageables. Donc effectivement, on parle de dépenses publiques dommageables à la biodiversité. Donc déjà, j'ai envie de dire, actuellement, il y a un contexte favorable compte tenu, malheureusement, je dirais, de l'état de nos finances publiques. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, car quand on réduit ou on supprime des dépenses publiques et notamment des allègements fiscaux, forcément ça fait des perdants. Et donc là, l'enjeu c'est de bien identifier avec précision qui sont ces perdants, combien ils vont perdre et prévoir si besoin des dispositifs d'accompagnement des perdants les plus vulnérables. Ensuite, pour revenir sur les politiques de mobilisation des financements privés et notamment les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation dont j'ai parlé, comme je le disais, c'est très récent, hein, ils ont été créés en 2023, donc il y a un vrai enjeu que ces sites montent en puissance, se fassent à grande échelle. Les sites naturels de compensation qui avaient été créés en 2016, en fait, ils se sont insuffisamment développés. C'était bien sur le papier, mais ils ont eu vraiment du mal à prendre leur essor. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie qu'il se passe sur ces nouveaux sites naturels de compensation, restauration et renaturation. Et un premier enjeu pour ça, c'est vraiment de mettre en relation l'offre et la demande. Donc, côté offre, en fait, ce sont toutes les structures qui sont susceptibles de porter ces sites naturels, donc collectivités locales, sociétés, conservatoires de la nature, la CDC biodiversité par exemple. Et côté demande, les aménageurs qui vont devoir compenser dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser, mais aussi les entreprises qui seraient intéressées d'acheter, d'agir volontairement pour la biodiversité. Et enfin, sur les crédits biodiversité, je voulais revenir sur les discussions qui ont eu lieu au niveau international l'année dernière. En fait, elles se sont surtout faites dans le cadre d'une initiative franco-britannique qui a conduit à réunir en fait un panel d'experts internationaux pour réfléchir à définir un cadre d'émergence de crédits biodiversité à l'échelle mondiale ou nationale. Donc ces experts ont planché au cours de l'année 2024 et ont sorti des préconisations pour vraiment garantir la réussite de ces dispositifs. Alors je ne vais pas faire la liste ici des préconisations, mais pour donner un exemple, ces experts disent par exemple pas question de faire de la compensation internationale, c'est-à-dire par exemple une perte de biodiversité au Pérou ne doit pas être compensée par un crédit biodiversité, un achat de crédit biodiversité qui viendrait d'Afrique typiquement. Donc voilà, ça a donné vraiment
un cadre qui maintenant doit être approprié par les différents pays. Et donc ce cadre a été rendu public lors de la COP16 à Cali en octobre dernier, et il y a des projets pilotes qui ont été annoncés également, dont un projet pilote en France. Voilà. Merci Olivier. Donc, si je comprends bien, il y a bien effectivement une analyse pour rendre ces politiques plus crédibles, éviter le greenwashing que l'on a souvent évoqué. Et donc, dans le domaine, on a des critères beaucoup plus exigeants pour que cette compensation soit effectuée, et donc on ne prend pas n'importe quoi. Donc, vous avez des éléments complémentaires sur la politique de lutte contre le greenwashing ? Après, très rapidement, effectivement, dans ces discussions au niveau international, là, par le panel international, c'était vraiment de garantir la vérifiabilité en fait, de ces certificats de biodiversité, donc qu'ils soient vraiment assis sur des preuves tangibles, vérifiables, selon un cadre bien défini, que les actions qui sont menées. En fait, il y a vraiment dans tous ces dispositifs l'importance de ce qu'on appelle, de façon un peu jargonneuse, l'additionnalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces dispositifs finance des actions qui de toute manière auraient été prises. En fait, c'est que ça doit vraiment financer quelque chose qui vient en plus, et donc qui vient positivement renaturer, restaurer la biodiversité. Merci beaucoup. Donc ça met effectivement en perspective le message de Maud en disant que nous avons 5 ans pour agir, et donc nous avons les moyens pour agir. Alors je vais peut-être prendre... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que quelqu'un... Voilà. Bonjour, Paul Didier, je suis économiste à la Chambre de commerce du Luxembourg. J'avais 2 questions. La première, c'est les risques liés à l'érosion de la biodiversité et les risques liés à la nature sont-ils inclus dans les stress tests auxquels les banques centrales soumettent le système financier ? Et ma deuxième question concerne la production d'électricité par l'énergie nucléaire. On sait que le nucléaire est extrêmement dépendant des cours d'eau, notamment pour son système de refroidissement. Y a-t-il des travaux qui sont menés au niveau de l'État avec le grand producteur nucléaire en France pour voir la capacité de résistance de cette production au regard de l'érosion de la biodiversité ? Qu'est-ce qu'il veut, Yann ? Je peux répondre à la première question. La réponse est simple, c'est non. Actuellement, les stress tests ne tiennent pas compte à proprement parler des risques liés à la nature. Ils portent des risques financiers, donc ces risques-là, oui, sont pris en compte, mais ils ne sont pas spécifiquement faits pour analyser ces risques-là. Pour cela, on a besoin d'un certain nombre d'outils qui aujourd'hui sont manquants, et notamment ce qu'a mentionné Oriane, c'est-à-dire des scénarios, une capacité à se projeter pour pouvoir regarder quels sont les impacts dans les bilans des banques et des assurances de ces risques-là. Sur le nucléaire, alors en fait, malheureusement, je ne vais pas vous répondre parce que je ne fais pas partie de la direction de l'énergie et du climat, pour le coup, dont les agents seraient clairement à même de vous répondre avec précision. De façon plus générale, l'impact en fait de toutes les dépenses de l'État, et notamment les dépenses liées à la production d'énergie, qui du coup sont dans beaucoup de cas des dépenses publiques, en fait, sont évaluées d'une certaine façon dans les exercices de budget vert dont j'ai parlé, qui consiste à coter en fait un peu les dépenses de l'État selon leur impact environnemental, et du coup le soutien au nucléaire fait partie de la cotation. Après, dans ces exercices-là, l'environnement est vraiment pris dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien la lutte contre le changement climatique que les questions liées à la biodiversité, et il peut y avoir souvent des tensions en fait, c'est toute la complexité malheureusement de l'environnement, qu'il peut y avoir des tensions en fait entre différentes dimensions environnementales. Et après, il y a aussi la question de ce qu'on appelle de façon très jargonneuse le contrefactuel, c'est-à-dire que quand on évalue ces dépenses-là au regard de leur impact environnemental, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on ferait à la place. En fait, il faut bien produire de l'énergie, et donc quelles énergies on recourrait si on ne passait pas par le nucléaire, et donc là, l'impact doit aussi être évalué à cette aune-là.
Oriane, tu veux dire oui? Oui. Juste rapidement, oui. faut qu'on vous... Simplement, oui, effectivement, pour compléter sur la discussion stress test, tout à fait d'accord avec ce que disait Yann. Ça rejoint peut-être un peu ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait qu'on a quelques années de retard sur les sujets de nature par rapport à notre engagement sur les sujets climat. Et effectivement, si on voulait faire des stress tests nature, ce que les institutions économiques chercheront sans doute à faire dans les années à venir, tout ça suppose une première étape qui est celle du développement des modèles et des scénarios. Et développer des scénarios nature, c'est... autrement plus compliqué que développer des scénarios climat, même si c'est un défi, je crois, auquel plusieurs personnes commencent à s'attaquer. Il y a des publications en Angleterre récentes sur le sujet. Enfin, on voit que ça commence à émerger dans le champ économique, mais je pense qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps avant d'avoir des stress tests nature. Merci Oriane. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure. Et donc je vais demander à chacun d'entre vous de nous donner quand même un message. Je crois que le panel a montré qu'il y avait des outils, qu'il y avait de l'espoir quand même. Et donc je voulais voir si vous êtes d'accord avec moi et je donne la parole à chacun. Donc Oriane, de ton côté. Oui, effectivement, message d'espoir, il en faut. Peut-être que le fait même qu'on soit en train d'avoir cette discussion, que vous soyez si nombreux dans l'hémicycle aujourd'hui pour entendre parler des liens entre nature et économie, moi je pense que c'est mon principal motif d'espoir. On a mis du temps à prendre conscience de l'importance de ces sujets, mais on y est. Et maintenant, reste à relever cet immense défi collectif qu'on doit relever en très peu de temps, comme l'a dit Maud tout à l'heure, mais au moins ça a commencé. Yann? L'espoir, pour moi, il est dans la mobilisation qu'on observe effectivement sur ce sujet-là au niveau international. C'est mon domaine d'activité, donc j'insiste là-dessus. Malgré des vents contraires, les gens se mobilisent quand même pour essayer de faire avancer ce projet au niveau international et le mettre en haut de l'agenda politique. Et c'est un espoir pour plus tard. Et puis on bénéficie du fait qu'on a beaucoup travaillé sur le climat, effectivement, et on devrait pouvoir aller plus vite sur la nature que ce qu'on a fait sur le climat, parce qu'on a déjà des outils et qu'on peut les réutiliser. Donc ça aussi, c'est un message d'espoir. Maud? Oui, alors même si le temps est un luxe qu'on n'a plus tellement et qu'il faut agir très urgemment, je pense que l'espoir réside dans le fait qu'on sait ce qu'on doit faire, qu'on sait qu'on peut vraiment prévenir ces points de bascule, qu'on sait que la biodiversité a une capacité aussi à se régénérer. Donc si on coordonne bien notre action collective, on devrait pouvoir y arriver. Olivier, de votre côté? Oui, donc message d'espoir. En fait, c'est vrai que la biodiversité, en schématisant un peu, ça a toujours été un peu, j'ai envie de dire, enfin, ou longtemps un peu le parent pauvre des économistes de l'environnement qui préféraient, j'allais dire, qui portaient toute leur attention sur les questions climatiques. Et c'est vrai que du point de vue, j'allais dire, de la science économique, la tonne de carbone, c'est quelque chose de beaucoup plus manipulable que la biodiversité qui, comme Oriane le disait, est extrêmement complexe. Il y a plein d'écosystèmes avec des interactions dans tous les sens. Ça se joue au niveau parfois souvent très local. Donc j'espère que tout ce qu'on a pu vous dire a pu vous montrer tous les progrès qui ont pu être réalisés ces dernières années en matière d'instruments de politique publique permettant d'agir pour la biodiversité. Merci Olivier, effectivement, pour ce message. Donc, effectivement, la complexité du sujet, mais néanmoins, donc ce défi de cette complexité, mais c'est aussi une opportunité avec la multiplication des points d'action. Et donc, si nous nous mobilisons, effectivement, je crois que normalement, dans les 5 ans, enfin, on a 5 ans pour le faire, quoi. C'est un petit peu le message. Et voilà, s'il n'y a pas de questions supplémentaires dans la salle ou d'interventions, on va s'arrêter là. Merci à tous.